Bonsoir et bienvenue sur Europe 1. Une fois n'est pas coutume, je vais commencer l'émission en vous racontant une petite histoire. Une vieille femme possède 2 grands pots, chacun suspendu au bout d'une perche qu'elle transporte sur son épaule pour aller chercher de l'eau. À la fin de sa longue marche du puits vers la maison, l'un des 2 pots fêlés n'est plus qu'à moitié rempli d'eau. Le pot intact est très fier de lui, mais le pauvre pot fêlé, lui, a honte de son imperfection, triste de ne pouvoir faire que la moitié de son travail. Au bout de 2 années, il s'adresse à la vieille dame alors qu'ils sont près du puits. « J'ai honte, car ma fêlure laisse l'eau goûter tout le long du chemin vers la maison. » La vieille femme sourit. « As-tu remarqué qu'il y a des fleurs sur ton côté du chemin, alors qu'il n'y en a pas de l'autre côté ? Comme j'ai toujours su ta fêlure, j'ai semé des graines de ton côté du chemin. Chaque jour, sur le chemin du retour, tu les as arrosées. Pendant 2 ans, grâce à toi, j'ai cueilli de superbes fleurs pour décorer ma table. » Alors, cette petite fable nous montre qu'il est important d'apprendre à accueillir et à aimer nos fragilités, que chaque être est doté d'un don qui lui permet d'être un soutien, une consolation, une lumière pour les autres, mais aussi d'une faille, d'une fêlure, d'une fragilité qui réclame l'aide d'autrui. Et cette histoire et également d'autres contes issus de traditions orales sont extraits du livre de Frédéric Lenoir, L'âme du monde, qui vient de paraître aux éditions Nil. Alors, Frédéric Lenoir est philosophe, historien des religions, mais ce livre s'adresse, je dirais, avant tout, il peut s'adresser aux croyants, mais je dirais avant tout aux non-croyants. Et ce livre, c'est une sorte de conte initiatique qui m'a vraiment personnellement empli de joie. C'est un livre qui fait beaucoup de bien, sans être simpliste. Vraiment, j'avais envie de le partager avec vous. Je vous le recommande. Frédéric Lenoir, L'âme du monde, aux éditions Nil. Allez, je vous laisse la parole. Maintenant, c'est à vous. Vous pouvez appeler le 39 21 où vous serez accueillis par Valentin et Assiba, ainsi que par Philippe Chartier qui réalise cette émission. Et vous pouvez également nous envoyer vos courriels sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de me reprendre à votre antenne, parce que je vous ai déjà appelé il y a plus d'1 an au sujet de la personne dont je vais vous parler maintenant. Et en fait, aujourd'hui, je me retrouve un peu, je suis un peu perdue et j'aimerais avoir vos lumières. Oui. Voilà, sur l'objet de mes doutes. D'accord, je vous écoute. Alors voilà, en fait, j'ai 22 ans et il y a 3 ans, j'ai rencontré un garçon avec qui je suis restée 2 ans. Et c'était ma première histoire, c'était pas ma première histoire d'amour, mais c'était mon premier amour, on va dire. Et en fait, on a rompu en février 2011 parce que ça n'allait plus. En particulier du fait de notre différence de religion. Parce que moi, je suis catholique et lui, il est musulman. Et il y avait beaucoup de problèmes, c'était un peu greffé autour de ce gros problème, entre guillemets, même si pour moi ça n'a jamais été un problème. Et pour lui, a priori non plus, mais disons qu'il a été pas mal influencé par son entourage. Et
je vous avais aussi expliqué qu'il venait d'un pays étranger, un pays du Maghreb, et du coup il était là pour ses études, et entre le mal du pays, plus la différence de religion, le fait que tout le monde lui mettait la pression en gros, et ben ça a glâché et on a rompu. Voilà, donc je vous avais appelé à ce moment-là pour vous dire qu'en fait... C'était parce que c'était la pression que l'entourage lui mettait, ou c'était aussi dans votre relation, lui, il y a aussi ce qui se jouait entre vous deux? En fait, je me souviens effectivement, il y avait une jeune femme qui m'appelait, je ne sais pas si c'était vous, c'est par rapport aussi des reproches sur sa tenue vestimentaire et autres. Pas du tout, non. C'était pas vous, d'accord, non, d'accord, parce que c'était aussi sur des différences de culture, non, donc c'était pas, ça vous concernait pas. Lui, au contraire, il m'a toujours accepté, il m'a même tel que vous étiez. Donc c'était plus par rapport aux pressions familiales. Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est pas vraiment familial, c'était surtout son entourage amical, on va dire, qui lui disait en gros, non mais tu peux pas, il te faut une musulmane, quoi, tout va bien, c'est pas pour toi, etc. Bref, et en fait, on a rompu, et une fille, une jeune femme musulmane, lui tournait autour depuis un an. Et lui, il savait à quelle lui tournait autour, mais il en faisait pas vraiment cas. Mais chez moi, ça avait suscité une grande jalousie. Oui. Et puis, finalement, je pense que ça a aussi eu un impact, ça a eu un impact sur notre relation, et ça a précipité, je pense, la fin de notre relation. Et en fait, à partir du moment où j'ai rompu avec lui, j'ai rompu tout contact. D'accord. Parce que j'ai appris que finalement, quelques temps après qu'il ait rompu avec moi, qu'on ait rompu ensemble, qu'en fait on a tous les deux rompu. Oui. Lui, il s'est mis avec cette fille. Et apparemment, ça s'est très très mal passé parce qu'elle, en gros, elle le forçait à demander sa main à ses parents. Et lui, il la voyait pas comme une femme, quoi. Il la voyait comme une amie. Okay. Et du coup, elle voulait coucher avec lui pour être sûre qu'une fois qu'il aura pris sa virginité, il se mariera avec elle. Et alors, comment vous le savez, ça? Parce qu'il est de retour vers vous? Parce qu'en fait, moi, j'ai longtemps, je l'ai longtemps fui. Oui, mais puisque comment le savez-vous maintenant, puisque là, il est de retour vers vous aujourd'hui? Il est de retour depuis longtemps. Il est de retour depuis mai 2011, mais moi, je l'ai toujours fui. Et en avril 2012, un soir, il m'a envoyé un mail complètement désespéré, en me disant que voilà, il fallait absolument qu'il me parle, et qu'il me dise ce qu'il avait sur le cœur. Et j'avais déjà eu l'occasion de parler avec lui en octobre. J'avais accepté de lui reparler parce apparemment il avait fait une énorme dépression. Il était retourné chez lui, il avait fait une énorme dépression, il ne voulait plus revenir en France, etc. Et puis cette fille lui mettait trop de pression, elle comprenait pas qu'il ne voulait pas d'elle. Du coup, ça s'est très 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 mal passé avec elle. Elle a coupé tous les contacts qu'il pouvait avoir avec ses amis. En gros, elle lui a fait l'enfer apparemment, d'après ce qu'il me dit. Et moi, j'ai été sensible à ce qu'il me disait, mais je voulais plus revenir avec lui parce que même s'il ne m'avait pas trompée, je me sentais trahie du fait qu'il ait fini par se mettre avec cette fille qui avait quelque part précipité la fin de notre relation. Et du coup... Mais alors, comme vous vouliez que je vous aide un petit peu à y voir clair, là, je vois que depuis quelques mois, il revient vers vous de façon plus précise. Donc, c'est peut-être sur votre relation à vous que l'on va s'orienter maintenant, Marie, pour qu'on avance un petit peu. Parce que là, vous me parlez beaucoup de cette autre femme, mais que finalement, laissons-la à sa place. Parce que sinon, ça va vous empêcher de vous centrer sur votre relation à tous les deux. Sur ce que vous voulez finalement voir, envisager avec lui ou pas. Si j'en parle autant, c'est parce que justement, cette femme, elle me hante, entre guillemets, parce que, pour être claire, on s'est remis ensemble. Bon, voilà, donc je voulais savoir si vous étiez avec lui ou pas. Donc vous êtes avec lui, très bien. On s'est remis ensemble, suite au mail qu'il m'a envoyé il y a un mois, j'ai décidé, je lui ai
laissé une deuxième chance, on va dire. Donc ça s'est fait progressivement. On s'est revus pendant un mois. On a repris contact tout doucement et tout. Et vendredi, on s'est remis ensemble. Et on a passé... il est venu dans ma ville, puisque entre-temps, j'ai déménagé. J'avais tellement souffert de cette relation que j'ai déménagé à 200 km de chez moi pour reprendre un nouveau cursus d'études. Et il est venu chez moi. On a passé 5 jours ensemble. C'était extraordinaire. Mais le fait qu'il soit sorti avec cette fille, même s'il ne l'a pas fait pendant qu'on était ensemble, je l'ai pris comme une trahison. Et du coup, aujourd'hui, ça me bloque. Ben oui, parce j'entends que ça. Lui, il me dit que le fait de m'avoir quittée, c'était la plus grosse erreur de sa vie, que il aurait jamais dû écouter toutes les personnes qui me disaient qu'on n'était pas ensemble parce que moi, j'étais pas musulmane, etc. Enfin, là, honnêtement, il me dit que voilà, que c'est moi qui veux et qu'il s'en fiche, qu'il sait très bien que je suis une femme faite pour lui, etc. Mais moi, je me sens trahie parce que finalement, il a cédé à cette fille et qu'il sait très bien que tout ce qu'elle a fait pendant 1 an pour nous séparer, ça m'a fait souffrir et que lui. Son attitude très maternelle envers lui, le fait qu'elle, le fait qu'elle s'occupe énormément de lui, etc. Ça lui avait fait du bien. Et si vous voulez, comme sa mère était à des milliers de kilomètres de chez lui, il avait trouvé en cette fille apparemment une sorte de réconfort que moi je ne pouvais plus lui apporter parce que j'ai jamais voulu, si vous voulez, avoir adopté une attitude maternelle envers lui. Qu'est-ce que vous pourriez vivre avec lui aujourd'hui, selon vous? Aujourd'hui, si je faisais abstraction de cette fille, oui. Parce qu'il me convient. Parce que ce qui est très symptomatique, Marie, c'est que vous me parlez depuis le début de notre échange d'elle et de lui, pas de lui et de vous. Donc, vous dites, vous avez tellement souffert de cette relation, cette femme vous hante. Bah oui, c'est pour ça que je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous pouvez vivre? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec cet homme? Êtes-vous prête à vivre quelque chose avec cet homme? Ou finalement, cette femme est-elle toujours entre vous deux? Tant qu'elle sera entre vous deux, dans votre esprit, en tout cas, vous ne pourrez rien vivre avec cet homme. Et voilà. Parce que si vous voulez, si je fais totalement abstraction d'elle, oui. Honnêtement, oui. Oui, mais c'est le travail, il faut le faire à votre niveau, hein. Si elle est entre vous deux, comme elle l'est actuellement, vous ne pouvez pas avancer. Parce que quand vous parlez de trahison, c'est un mot très, très lourd, vous le dites vous-même, vous avez ajouté alors que vous n'étiez plus ensemble. C'est-à-dire qu'il a été avec cette femme à un moment où vous étiez séparés. Peut-on parler de trahison quand on est séparé de l'autre? Alors, vous l'avez mal vécu, certes, parce que vous vous êtes séparés, parce que y avait cette différence de religion que votre ami n'assumait pas. Et ça a été très douloureux pour vous, parce que ça vous paraissait très injuste. Et à juste titre, hein, je peux tout à fait le comprendre. Et donc cette femme, qu'est-ce qu'elle avait de plus que vous? Finalement, elle avait la même religion que lui. C'est ça qui l'a reliée à lui. Mais vous voyez bien, finalement, ça n'a pas marché. Elle avait beau avoir la même religion que lui, ça n'a pas marché. Celle qu'il aime, c'est vous. Il revient vers vous. Et alors qu'il revient vers vous, vous le ramenez à elle. Vous le ramenez à elle d'une certaine façon, par votre amertume, par votre souffrance qui est là. Donc il y a quelque chose à travailler sur cette souffrance. Par rapport à cette souffrance. Oui, je sais, c'était vraiment pour ça que je vous appelais, parce que je sais, j'ai parfaitement compris que c'était moi qui tenais un peu tout. Oui, vous avez les clés dans l'histoire. Voilà, parce que lui, il me rassure comme il peut en me disant qu'il
il m'a jamais oublié, Oui. et je sais qu'il m'a C'est jamais vous oublié, qui l'aime. parce que je sais qu'il m'a toujours recontacté. Tous les mois, j'avais des nouvelles de lui, mais moi, je donnais jamais suite. Et il a même fait une dépression. Enfin, il s'est vraiment senti très très mal. Donc je sais qu'il tient à moi, je sais qu'il a des sentiments, mais le fait qu'il m'ait dans ma tête, je me dis qu'il m'a préférée à une fille uniquement parce qu'elle avait la Non, même. vous vous êtes séparés à un moment donné parce qu'il y a eu trop de pression, il a été débordé, et cette femme qui lui tournait autour était là. Et la réconforter, ne minimisez pas aussi l'importance de cette femme qui, elle, aussi avait des sentiments pour lui. Oui, oui. Hein? Donc c'est pas c'est pas qu'il vous a préféré, c'est qu'elle avait des sentiments pour lui, elle était là. Donc elle était là et il était malheureux, elle l'a réconforté. Ouais, c'est tout à Voilà. fait ça. C'était aussi un moment dans des circonstances bien particulières, où lui était perdu, où il était malheureux de la rupture. Alors, est-ce que vous allez faire porter ça constamment en lui reprochant d'avoir été avec cette femme et donc finalement ne vivant pas ce que vous avez à vivre avec cet homme? Ou à un moment, est-ce que vous allez vous dire qu'il est auprès de vous, que c'est vous qui l'aime et que tout est à construire? Finalement, est-ce que vous allez continuer à vous rendre malheureuse, ou est-ce que vous allez vous dire, voilà, donnez-vous enfin les moyens d'être heureuse? Oui, c'est à vous de voir, hein, si vous pouvez cultiver aussi votre bonheur ou vous enfoncer dans la détresse. Alors justement, Vous avez les clés. c'est peut-être une question bête, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour passer outre? C'est une question peut-être très bête, mais finalement, c'est une réponse à cette question que... C'est en vous-même, hein. C'est en vous-même de vous dire, vous avez finalement on a à portée de soi parfois la possibilité de vivre quelque chose de beau, de serein, qui peut nous être source de joie, et finalement on va s'évertuer à soi-même à détruire. Voyez, pourquoi qu'est-ce qui fait qu'au fond vous éloignez cet homme de vous? Il faut réfléchir à ça. Bon, il faut vous faire confiance. La clé est là, c'est-à-dire que finalement, sous couvert de ne pas lui faire confiance à lui, de trahison, c'est à vous que vous ne faites pas confiance, et vous ne faites pas confiance à la vie et à vous-même surtout dans l'histoire. Vous êtes en train de reporter sur cet homme, de dire je ne me fais pas confiance, votre propre manque de confiance. Disons que... Donc c'est là-dessus, il faut travailler. Non, le problème il n'est pas là. Le problème il est en vous. Vous reportez sur cet homme votre propre manque de confiance. Donc c'est sur cet aspect-là des choses qu'il faut travailler. Développer ça. D'accord. Voilà. Parce que sinon vous êtes en train de perdre ce qui compte peut-être pour vous. Oui. C'est ce que dit Lily. Cette femme fait partie de son passé et de son histoire. Il faut penser à aller de l'avant. Voilà. Et Quentin dit, faut peut-être penser à pardonner. Il est revenu vers vous, c'est le signe d'un véritable amour. C'est le cours de la vie que de trouver une autre femme après une séparation. Voilà. Donc... mais aujourd'hui, ce qui compte, c'est son retour, c'est qu'il est auprès de vous. Et parfois, on ne savoure pas l'instant présent. C'est ça, c'est aussi savourer ce qui est l'instant présent. Voyez, vous vous torturez là. Oui, c'est vrai. Vous vous torturez. Vraiment. Allez, un petit message de Chaudron de la Barque, en guise de conclusion, qui dit « Je me souviens très bien de votre premier passage plein d'émotions.
À l'époque, vous étiez déjà dans l'incapacité de faire confiance à votre jeune ami, avec lequel vous alterniez déjà le froid et le chaud. Ne croyez-vous pas qu'il faut laisser cette histoire dans l'historique de vos relations amoureuses et passer à autre chose ? Recommencer ailleurs, autrement. Vous semblez dans l'incapacité de faire table rase du passé, d'oublier vos récents déboires et autres couacs aux côtés de ce jeune homme. Comment imaginer sereinement l'avenir dans ce cas ? Alors, c'est un autre cas de figure, c'est-à-dire qu'effectivement, si c'est pas possible avec lui, ça veut dire que ça peut être avec quelqu'un d'autre. Mais ça peut être possible avec lui, parce que je vous dis, les clés, elles sont en vous. Oui, je pense que c'est possible avec lui parce que j'ai eu une histoire moi aussi de mon côté. Pendant cette rupture. Bon. Oui, mais lui, quand je lui dis ça, il me dit, quand je lui parle de cette fille, il la compare à ce garçon. Mais la différence, c'est que la personne avec qui j'ai été, elle a eu aucun impact sur notre séparation. Oui, mais alors, voyez, vous êtes en train de comparer ce que vous avez vécu chacun de votre côté, au lieu de maintenant vivre ce que vous avez à vivre ensemble. Donc vous passez complètement à côté, comparez, et passez complètement à côté de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Et laissez filer comme ça l'instant. Hein. C'est le meilleur moyen de passer à côté. Le bonheur est fait d'instants. Hein. Et là, vous êtes en train de vous torturer vraiment inutilement. Vous êtes en train de vous faire du mal mutuellement. Quand vous vous êtes séparés, vous avez vécu autre chose avec d'autres personnes. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que vous pouvez vivre ensemble. Si, lorsque vous vous retrouvez ensemble, vous en êtes à parler de ce que vous avez vécu avec d'autres, je vois pas l'intérêt de vous retrouver ensemble. Mais en fait, c'est moi qui en parle parce que lui, alors arrêtez d'en parler. Arrêtez d'en parler, ou sinon allez en parler vraiment à un thérapeute et comprenez pourquoi vous avez si peu de confiance en vous. D'accord ? D'accord, je vous remercie. Voilà. Bon courage, Marie. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir. Un petit message d'Alex qui dit: Marie devrait faire comme Blaise Pascal et son pari. Elle a vraiment tout à gagner à faire table rase du passé. Bon courage à elle. Et puis il y a eu beaucoup de messages de pensées pour Jordan, qui a appelé hier soir ce jeune homme qui craignait que sa belle-sœur révèle son homosexualité à ses parents. Ses parents sont musulmans. Il craignait que ces derniers le mettent à la porte. Jordan a 19 ans. Nicolas dit: j'ai une pensée ce soir pour Jordan qui a appelé hier soir. J'espère qu'il écoute, pour lui dire que je pense fort à lui. J'espère que sa belle-sœur n'a pas fait l'erreur de divulguer à ses parents son homosexualité. Il y a également quelqu'un qui dit, j'ai pas la fin, donc je peux pas citer le prénom s'il est signé, du SMS, qui dit: le témoignage de Jordan hier soir était bouleversant. J'espère qu'il saura faire face, que sa belle-sœur a su se taire et que, vu son âge, il pourra vivre librement son homosexualité comme il l'entend. Bonne chance à lui. Et puis beaucoup de mails aussi d'encouragement pour lui. On va accueillir maintenant Charline. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Bonsoir Charline. Oui, vous avez eu mon message alors non? Oui, alors c'est votre message, c'était effectivement comment vous aimeriez bien savoir s'il y a des auditeurs ou peut-être parmi les auditeurs des directeurs des ressources humaines ou des ressources qui sont à l'écoute, ou des auditeurs qui ont passé des entretiens de recrutement, qui pourraient vous donner un peu des tuyaux, parce que vous passez des entretiens de recrutement mais jusqu'à présent qui ne sont pas couronnés de succès, parce que vous demandez, vous êtes autodidacte, vous n'avez donc pas de diplôme, et vous vous dites comment prouver que vous avez de la motivation. J'ai pas votre mail sous les yeux, j'aimerais bien d'ailleurs qu'on me l'amène, je sais pas si quelqu'un entend. Non, ils sont tous occupés en régie, vous voyez, ils n'entendent pas. Mais je vais le redemander, le mail de Charline. Donc, en fait, pour demander voilà, comment peut-on prouver sa motivation à un employeur? Parce que vous nous citiez dans votre mail l'exemple que vous étiez vous aviez dit par exemple que vous étiez prête à venir de loin, 200 km aller-retour. Pour vous, c'était une bonne preuve de motivation, mais c'est vrai qu'il faut le faire quand même. Ça leur a fait peur.
Hein. Vous leur avez dit que vous pouviez déménager. Ben oui, non. c'est un Bon. CDI, donc évidemment. Alors, bon. Alors, c'est vrai que moi, je comprends, en lisant votre mail, je me suis dit, c'est vrai que le premier, dire 200 km aller-retour dans la journée, on peut se dire, je sais pas comment vous comptiez les faire, si c'était en train, j'imagine, ou en Oui, voiture. oui. Bon, je comprends que ça puisse faire peur à un employeur, parce que même si, bon, ça fonctionne bien, le train, la SNCF, tout ça, mais il peut y avoir quand même aussi des problèmes. On peut se dire, oh là là, il y a des jours, peut-être elle va arriver en retard, il va y avoir des Oui, problèmes. c'est vrai. Bon, voilà, cet argument-là, ça peut se comprendre. Après, quand vous dites, je suis prête à déménager, Ben oui, c'est ce que ça, j'ai c'est dit. un super argument. On peut se dire, ouais, elle est mobile. Hein. C'est quand même la mobilité Ben oui. professionnelle. Normalement, ça fait partie des arguments, des signes de motivation. Ben, Ça, c'est tout à fait- ça, tout c'est à fait vraiment, ça fait partie de la motivation. Alors, je ne sais pas si vous avez, parce que c'est vrai que mon message était pas très long, mais bon, j'ai essayé d'être le plus concis possible. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, bon, moi j'ai un parcours dans le professionnel, enfin, semé d'embûches, mais malgré tout, j'ai quand même été téléconseillère pendant 6 ans dans un centre d'appel pour travailler. À l'époque, c'était Wanadoo, maintenant c'est Orange, mais à l'époque c'était pour Wanadoo. Et on travaillait pour renseigner sur les abonnements, donc j'ai quand même malgré tout 6 années d'expérience dans ce domaine. Mais comme j'ai eu des trous, j'ai même travaillé pour Pôle emploi en tant que standardiste à une époque. Et après, avec la fusion de Inédic et Acédic, le contrat n'a pas été renouvelé, puisque maintenant il y a 39-49. Mais ceci étant, ce que je ne sais pas si vous l'avez lu, mais dans mon message, je ne sais pas si vous avez entendu parler, si les auditeurs connaissent un petit peu ce système. Maintenant, Pôle emploi, mais depuis au moins une dizaine d'années, même une quinzaine d'années, je crois, il y a une technique qui s'appelle la méthode de recrutement par simulation, où il y a plusieurs secteurs de métier. Ça peut très bien être boulanger ou employé polyvalent ou téléconseillère, c'est ce que j'ai fait. Et on passe ce qu'on appelle des tests présélection. Oui. Pendant 4 heures, on est en situation comme si on travaillait dans l'entreprise. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, pour eux, c'est une technique comme ça s'appelle la MRS, méthode de recrutement par simulation, et j'avais réussi les tests. D'accord. Et en fait, cette méthode-là, c'est pour éviter de donner son CV. Quoique le mien, il est pas mal, mais comme j'avais des trous dans mon CV, Oui, c'est voilà. bien. Oui, ça évite. Oui. Voilà. Et c'est vrai que, comment dire... Mais alors, attendez, voilà. mais un employeur, il vous demande quand même votre CV, c'est ça, je comprends pas. Non, justement, Mais oui, c'est ça la c'est-à-dire particularité. Pôle emploi fournit alors ce que vous avez fait pendant ces 4 heures. Non, comment vous expliquer ça? Ouais, j'ai C'est du pas mal à grave. comprendre. Non, mais non, c'est pas grave. Justement, c'est bien. Si au moins je peux servir à quelque chose. Non, mais c'est bien. Moi, je me coucherai moins bête que je me suis levée. Alors, en fait, d'ailleurs, ils en ont parlé il y a 2 jours aux infos de 20h, et comme vous travaillez à cette heure-ci. Ouais, je n'ai pas entendu. Voilà. Et en fait, comment dire, c'était il y a 2 jours, c'est-à-dire, ou 3 jours environ. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a l'employeur, l'employeur, Oui. soit, je sais pas, n'importe quel, ça peut être n'importe quoi, Orange, D'accord. voilà. Il dit à Pôle emploi, voilà, moi je vais recruter des personnes qui sont opérationnelles, quel que soit leur parcours, s'ils ont été en prison, ou pas n'importe quoi. Ah oui, d'accord, oui, dans la mesure où c'est Voilà. l'employeur, ok, je comprends mieux. Oui, ou alors s'ils ont été femmes au foyer, qu'ils ont pas travaillé pendant des années, etc. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils aient des compétences, et je vous donne, comment dire, des tests à faire pour les mettre en situation, pour savoir s'ils sont à même de pouvoir être opérationnels, même s'ils n'ont pas, comment dire... Les diplômes. Voilà, l'expérience. Et alors là, ces tests, ça avait marché pour vous? Oui, voilà. C'est pas un concours, attention. Hein. C'est des tests où c'est assez intensif. Il faut vraiment être concentré, etc. Et en fait, c'est comme si on était dans une entreprise virtuelle. Mais en fait, finalement, c'est une entreprise bidon. Mais c'est comme avec des questions et des réponses pour savoir si on est assez perspicace pour répondre aux questions. Enfin, ça va un petit peu de la difficulté la plus facile à la plus importante. Et après, c'est sur 300 points. Et si on a atteint un certain seuil, on peut après aller devant le recruteur pour montrer sa motivation. Parce que ce qui se passe, c'est qu'en fait, ça se passe en 3 temps. D'abord, il y a la réunion d'information parce que l'employeur, le recruteur, il donne toutes les conditions de travail, comment ça va se passer, etc. Il donne un petit peu leur hiérarchie,
comment on travaillerait, dans quelles conditions on travaillerait si on était chez eux, enfin bref, peu importe. C'est la présentation de l'entreprise. Après, la seconde étape, c'est les tests, comme je viens de vous l'expliquer, donc qui dure 4 heures. Et après, si on réussit les tests, après, on a le droit d'aller devant monsieur le recruteur. Bon, alors c'est au niveau de l'entretien que ça se passe pas bien. Ben, apparemment, moi je pense que alors c'est l'entretien qui est à travailler. J'ai l'impression, ouais, c'est parce que ça, c'est pas tant la motivation, c'est l'entretien. Parce que si vous voulez, la motivation, bon, le fait que vous soyez déjà en entretien. C'est déjà, tout dépend. C'est si vous faites, voyez, il y a des candidatures où vous répondez à un poste, et puis il y a des candidatures spontanées. Déjà, une candidature spontanée, ça montre que une démarche, vous montrez déjà votre motivation. Bon. Tout à fait. Après, c'est le recruteur qui est là aussi pour tester la motivation. C'est son métier. Oui. Parce que la personne, si elle se présente en entretien, a priori, elle va montrer, elle va essayer. Si elle est on va pas à un entretien en ayant l'air complètement démotivé. Oh non, donc non, même non, mais j'ai bien compris que c'était pas votre cas. Mais même quelqu'un, même quelqu'un qui serait pas très motivé, en général, en entretien de recrutement, on joue un petit peu le jeu. En principe, ou alors on se présente pas si vraiment on ne veut pas. Tout à fait. Donc, pour faire la différence, le recruteur, s'il est un petit peu fin psychologue, il va essayer justement de tester la motivation réelle du candidat par des questions, en affinant les questions. Voyez, vous savez au fond de vous si vous êtes motivé, mais le recruteur doit savoir si réellement c'est une motivation de façade ou si vous êtes réellement motivé. Bah oui, mais c'est plus le travail du recruteur que le vôtre. Alors après, il y a votre façon d'être en entretien. C'est si vous voulez, c'est vrai que si on est plus ou moins motivé dans un entretien de recrutement. C'est vrai, il y a des entretiens, ça s'est tous passé, ça on l'a tous plus ou moins vécu. Il y a des entretiens où on est allé, où on était très motivé, d'autres moins motivés. Bon, ça joue aussi, ça. Oui. Alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai une restitution d'entretien, parce que quand ils m'ont dit pourquoi ils ne prenaient pas. J'ai du mal. Attendez, je comprends pas bien. Vous parlez bien dans le combiné. Ah, vous m'entendez mieux? Et un peu plus doucement. Vous voyez, je me suis en train de me demander, vous parlez déjà en entretien, vous parlez très vite. Ah, bon, je vais faire un effort. Oui, et je me demande si en entretien, vous voyez, je me mets en condition là. Est-ce qu'en entretien, vous parlez très vite, comme ça? Quand je suis émue, ça m'arrive. Voilà. Attention à ça. Eh oui. Parce que surtout sur un poste, ça serait sur un poste de téléconseillère. Mais j'ai déjà été téléconseillère. Donc oui. Mais néanmoins, d'un poste à l'autre, l'expérience évidemment compte et vous la validez, votre expérience. Oui. C'est un métier où la voix a une importance primordiale. Hein, c'est primordial, la voix. Donc on va déjà vous quand même aussi vous tester là-dessus votre argument de vente, votre façon, le côté quand même un peu posé. Vous voyez, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Bon, vous savez mieux que moi puisque moi j'ai jamais été téléconseillère. Hein, donc qu'est-ce qui dans ce poste, qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce qui est nécessaire pour être un bon téléconseiller ou une bonne téléconseillère? Quelles sont les qualités requises? Moi, je pense qu'il faut avoir de l'empathie, savoir informer sur les produits, savoir, comment dire, être réactif et, bon, vous disiez proposer, mais bon, c'est vrai. Pardon? Vous disiez être posé. Être posé. Oui, mais c'est normal, hein, ce que vous dites. Quand on est ému, on a tendance à parler plus vite. On le fait tous, ça. Et c'est vrai que vous êtes dans une situation assez exceptionnelle puisque vous parlez à la radio. Donc c'est pas tous les jours qu'on parle à la radio. C'est normal que vous soyez ému. Vous voyez, c'est une situation. Vous avez raison. J'ai fait exprès. J'ai pas fait exprès. Non, j'ai pas fait exprès, mais
J'espérais que vous me le disiez. Mais je vous le dis parce que justement, je me permets jamais de dire ça normalement, mais c'est là, si vous voulez, l'entretien de recrutement, c'est aussi une situation de stress. Tout à fait. Comme là, à un moindre niveau, parce que là, vous n'êtes pas évalué. Je vous évalue pas, là, j'évalue pas les personnes qui m'appellent. Vous voyez, moi, je ne fais pas du recrutement ici. Donc, mais c'est une situation de stress parce que parler à la radio, c'est stressant. C'est pas une situation habituelle, comme un entretien de recrutement où c'est encore un autre niveau. On est évalué et parce que c'est pour un travail et on en a besoin de ce travail en plus. Ça, c'est sûr. Au-delà de la motivation, on a besoin de travailler parce qu'on a besoin d'avoir un salaire aussi. Bon. Et d'être autonome. Et d'être autonome et d'avoir un salaire et autres. Bon, donc, voilà. Donc tout ça c'est important. Et dans le métier, vous voyez, que vous faites, je me demandais déjà penser aux qualités requises, donc il faut pouvoir les mettre en avant. Penser à la façon dont on se présente. Pensez aussi, il faut réfléchir à l'entreprise pour lesquelles on va travailler. Il faut être un peu stratégique. Oui. C'est-à-dire, ça, j'imagine que vous le savez. Mais si on vous demande, voilà, vous renseigner un peu sur l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi celle-là plus qu'une autre, parfois c'est un peu, comment dire, être un peu stratégique, oui, c'est-à-dire pouvoir répondre de trois petites choses et pourquoi vous vous présentez là plutôt qu'ailleurs, vous voyez, si c'est une candidature spontanée par exemple, ou bon, ça peut faire le petit plus par rapport à un autre candidat. Oui, mais je suis d'accord, mais tout ce que vous dites, c'est vrai. De toute façon, en général, quand je dépose un CV, je me renseigne sur l'entreprise. Et pour tout vous dire, j'ai failli être recrutée il y a 15 jours, 3 semaines. On a failli me prendre à l'essai, mais les horaires étaient trop tardifs. Il fallait que je termine à 23h et le train, j'avais plus de train. Alors, j'ai pas pu malheureusement prendre l'emploi parce que j'ai personne dans la région de Nantes. Et puis en plus le travail n'était pas non plus correspondait pas trop à mes aspirations, mais j'étais contente parce que j'ai quand même malgré tout j'ai réussi à c'était quoi il y a 15 jours, j'avais réussi malgré tout à montrer ma motivation, etc. Mais après c'est pas parce que on est reçu on va non plus accepter n'importe quoi, mais comment dire, c'est vrai. Là, par exemple, quand tout à l'heure, je vous ai expliqué que ça se passe en 3 phases, dans ce cas dont je vous ai parlé pour le poste de téléconseillère, il y avait eu déjà la réunion d'information, donc où j'avais tous les éléments déjà. Mais même quand je n'ai pas les éléments, vous avez raison. Il faut toujours aller chercher et se poser la question de savoir pourquoi je vais prendre telle entreprise plutôt qu'une autre. Mais je parle plus doucement, là. Je pose la question. Je parle plus doucement maintenant que tout à l'heure, ou pas? Oui. Mais je pense que c'est aussi une particularité chez moi, c'est que vous dites que quand il y a on est à la radio, c'est pas tous les jours, c'est vrai. Non, c'est une situation de stress. mais souvent, mais ça, de toute façon, c'est ma particularité. Quand je suis émue ou quand je veux trop. Alors, j'ai eu donc la restriction d'entretien. On m'a dit que j'étais trop motivée, que je montrais trop ma motivation. Alors c'est curieux parce que, enfin, vous savez, quand on veut trouver, il y a Alex qui dit, il me semble que Charline a peut-être été trop, entre guillemets, directe. C'est mieux en général de proposer sa mobilité de manière plus subtile. Par exemple, si vous le souhaitez, je suis prête à faire des efforts sur la mobilité. Mais c'est peut-être pas mal ça. Oui, mais de toute façon... C'est-à-dire qu'après tout, bon, c'est pas mal cette formulation. Oui, c'est très bien. Oui, c'est-à-dire, qu'on n'est pas prêt non plus à tout. C'est-à-dire le côté j'ai faim, vous voyez le côté, même si c'est le cas. Mais cela dit, je vais vous dire une chose. Charline. À un moment, il faut aussi pouvoir en entretien. C'est compliqué. Il faut pouvoir rester soi-même. C'est-à-dire que parce que votre personnalité, vous n'allez pas vous changer radicalement. Un véritable, un bon recruteur, il va voir que derrière le côté un peu autocontrôle qu'on a tous quand on passe un entretien de recrutement, parce que c'est beau, j'ai beau jeu de dire ça, restez vous-même, soyez spontané. Alors que dans un entretien de recrutement, on sait qu'on est évalué, on est plutôt dans ses petits souliers.
Hein, donc on n'est pas très à l'aise et on est plutôt la spontanéité a pas tellement lieu d'être. Puis au bout d'un moment, et c'est pour ça que ça a souvent justement un bon recruteur va se donner un peu du temps parce qu'on sait qu'au bout d'un certain temps les défenses tombent et on voit apparaître un peu de la véritable entre guillemets personnalité. Et c'est très bien parce que à un moment il faut aussi voir il faut un peu que le masque tombe et voir un peu à qui on a affaire. Et c'est bien comme ça. C'est-à-dire que vous allez pas être dans un rôle de composition. Parce que vous n'allez pas de toute façon prendre un job qui vous correspond pas du tout. Donc vous l'avez fait ce métier, vous le connaissez. Bon, vous montrez que vous êtes motivé. Après tout, si là ils veulent pas, ils vont toujours trouver 1001 raisons pour pas vous prendre. Et c'est pas lié à vous, à votre valeur, c'est parce que là, voilà, ça correspondait pas, ils cherchaient pas ce profil-là pour ce poste-là, et puis c'est comme ça. Et puis vous trouverez un autre moment, voyez ? Oui. Puisque vous avez été recruté sur ce poste de téléconseillère, donc vous allez à un moment retrouver. Hein. Ça fait combien de temps que vous cherchez là ? Alors ça fera donc 1 an, sans compter que je me suis cassé la jambe, c'est très intéressant ce que je dis. Ça fera en tout 2 ans. Mais bon, il y a 4 mois qui servent à rien, mais bon, ça fait 2 ans. Mais je vous dis, en entretien, quand même, moi, le petit conseil que je vous donnerais, c'est, et First Lisa qui aussi a travaillé dans le milieu qui connaît bien le monde de l'entreprise, aussi dit, attention, parfois, au début, elle dit, c'est vrai qu'au début, on avait du mal à vous comprendre parce que vous pouviez parler trop vite et que ça pouvait paraître confus. Mais à votre décharge, c'est impressionnant de parler à la radio. Et c'est intéressant parce que le parallèle peut être fait avec la situation de recrutement où c'est du stress aussi. Donc, bon, vous respirez un grand coup, vous vous posez et du coup, vous savez que c'est souvent dans les premières minutes où on donne un peu une image de soi. Hein, c'est vrai. Voilà, donc pensez-y. Et bonne chance, Charline. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. La nuit continue sur Europe 1 avec vos témoignages au 39 21 et toutes vos réactions également par SMS au 7 39 21. Sergio me demande le livre que j'ai cité sur les singes, les grands singes. Est-il mieux que Gorille dans la brume de Diane Fossé? Parce que Sergio adore les gorilles comme moi. Mais, écoutez, c'est très différent. Le livre, c'est Chris Herzfeld, Herzfeld, Petite histoire des grands singes. Ça n'a rien à voir avec cette histoire-là. Elle est philosophe, elle s'intéresse vraiment à tout ce que ils ont pu développer comme apprentissage, comme connaissance, à quel point nous sommes proches d'eux. Donc on apprend beaucoup de choses. C'est à quel point ils sont fascinants, à quel point nous leur ressemblons. Enfin, donc c'est radicalement différent. Je peux pas vous en dire plus, quoi. C'est une histoire complètement différente, mais c'est tiré d'expériences qui ont été faites. Attention, hein, pas d'expériences en laboratoire, d'expériences qui leur font du mal, hein, des apprentissages qui ont été faits sur leur intelligence. Voyez, donc on découvre leur univers mental, leur univers psychique, et c'est absolument fascinant. Vous pouvez également nous adresser vos mails sur le site europe1.fr. Nous allons maintenant accueillir Nicole. Bonsoir Nicole. Bonsoir Caroline. Bonsoir.
Je vous appelle là parce que je vais vous exposer ma situation un peu et j'espère que vous pourrez m'aider. Mais j'espère. Voilà, donc je vis avec quelqu'un depuis 22 ans. Oui. Et bon, après je vous raconte en gros le parcours, quoi, en fait. Oui. Nous avons fait des fécondations in vitro, bon, suivi de fausses couches, de grossesse extra-utérine, voilà, plein des souffrances, quoi. Oui. Et après, nous avions eu un projet d'adoption qui n'a pas abouti parce qu'on a fait qu'une réunion, quoi, on n'est pas allé plus loin. Voilà, après, bon, mon conjoint m'a trompée pendant 1 an. Voilà. Et bon, c'était passionnel et tout ça. Et après, bon, il est revenu vers moi. Et bon, après, nous avions voulu partir sur de bonnes bases. On avait mis tout à plat et puis il a adopté mon fils. Et il m'a aidé à créer mon entreprise. Après, nous avions décidé d'acheter une maison tous les deux. Donc vous avez adopté un fils, hein, c'est ça? Non, moi j'avais un fils d'un premier mariage. D'accord. Donc lui, après, il a voulu l'adopter. Voilà. D'accord. Après, il m'a aidé à créer mon entreprise. Oui. Et nous avions décidé d'acheter une maison tous les deux. On les a visitées, les maisons et tout ça. Et après, il l'a acheté tout seul. Oui. Oui, je vous écoute. Il l'a acheté tout seul et voilà, donc je me suis ressentie un peu trahie, quoi, en fait. Parce que nous habitions sous mon toit, là. Et bon, on payait pas de loyer, voilà. Et disons que c'était en fait, le but c'était de repartir sur de bonnes bases et de concrétiser un peu notre union, enfin. Voilà. D'accord. Et en fait, il ne veut pas concrétiser notre union, justement. Donc j'ai l'impression de vivre en parallèle, non d'avancer ensemble, quoi. Voilà. C'est à tous vos projets, vous avez l'impression, vous n'avez pas de projet commun? J'ai l'impression qu'on vit l'un à côté de l'autre. Hein. Voilà. Qui ne veut pas s'engager. Mais depuis combien de temps êtes-vous avec cet homme? 22 ans. Mais c'est tout le paradoxe, Nicole. C'est très paradoxal. Oui. Non? Vous trouvez pas que c'est paradoxal, ce que vous êtes en train de me dire? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il s'engage, puisque ça fait 22 ans qu'il est auprès de vous? Eh bien, moi, pour moi, la vie de couple, c'était, je sais pas, le mariage, voilà. Et moi, j'étais concrétisé, une maison à tous les deux, avancer ensemble, quoi. Oui, c'était quelque chose de plus conforme, un mariage, un enfant, une maison. Vous n'avez rien eu de cela. Voilà. Mais vous avez cet homme auprès de vous. Vous auriez pu avoir un mariage suivi d'un divorce. Oui, mais bon, il y a eu quand même des trahisons. J'en ai eu plusieurs. Oui, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de choses qui me rassurent. Qui vous rassurent. Voilà, c'est le mot. Hein. C'est qui vous rassure, qui vous sécurise, oui. Voilà. qui institutionnalise les choses, comme le mariage, comme... Bon, alors, il y a eu des projets, malheureusement, vous n'avez pas pu avoir d'enfants ensemble. Oui. Bon, vous avez fait des FIV qui n'ont pas marché. Oui. Et puis, le dernier un peu coup dur, ça a été cette maison, ce que vous avez vécu difficilement, il y a une symbolique autour de la maison, le toit commun. Oui, surtout qu'on avait décidé de le faire ensemble, puis il l'a fait tout seul, donc je me suis sentie trahie, quoi, à nouveau. Donc tout est remonté. Vous lui avez demandé pourquoi finalement il a acheté seul? Oui. Pourquoi? Pour sa retraite. Donc vous avez peur qu'il envisage de passer sa retraite seul? Ah non, je sais pas. Avec qui? Voilà. Vous avez peur qu'il vous quitte? Je sais pas. Mais bon, là... Qu'est-ce que vous craignez? Ah oui, moi j'ai peur que... Parce qu'après, c'est un homme qui séduit les femmes, qui aime bien... oui, vous parlez de trahison, voilà. Justement. Est-ce que vous faites référence à des infidélités? Et oui, parce qu'il m'a trahi pendant 1 an. C'est ça? Oui. Et c'était quand même,
dans le but de concrétiser, là, justement, dans cette union. Oui, et qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas concrétisé? Je pense qu'il a eu peur parce qu'il ne connaissait pas assez bien la personne, peut-être, et qu'il savait ce qu'il avait à la maison, quoi. Ben oui, peut-être, mais dans les faits, c'est avec vous qu'il est. Oui, mais bon, qui me dit que ça recommencera pas, quoi. Mais Parce que personne ne peut vous le dire, Nicole, Oui. parce que dans la vie, rien n'est permanent. Oui, tout à fait. Voyez? C'est-à-dire que dans la vie, effectivement, même si il est normal de s'attacher aux êtres que l'on aime et donc à la personne qui partage notre vie, en même temps, elle ne nous appartient pas. Donc elle peut un jour décider de partir. Elle peut un jour aussi disparaître, tout peut arriver. C'est la loi de la vie d'être impermanent. Rien ne peut dire qu'effectivement, il sera toujours à vos côtés. Moi, ce que je constate de fait, c'est que ça fait 22 ans que cet homme est à vos côtés. Et que pour autant, vous n'êtes pas rassuré. D'où vient cette insécurité? Parce qu'il aime séduire les femmes. Oui, vous êtes avec un séducteur, mais c'est c'est avec vous qu'il est. Oui, mais moi j'en souffre de cette situation. Oui, mais vous en souffrez, mais en même temps, ça fait 22 ans que vous êtes avec lui, donc vous en souffrez depuis 22 ans? Mais disons qu'au départ, j'avais pas vu comme ça, quoi. Bon, après, j'ai accepté beaucoup de choses, disons. Surtout qu'il le reconnaît, tout ça, je sais très bien. Qu'il reconnaisse quoi? Qu'il séduit. Vous voudriez qu'il le reconnaisse? Non, il le reconnaît lui-même. Il le reconnaît. Il le sait très bien, oui. Oui. Justement, est-ce que ça... Après tout, vous avez un mari qui... vous êtes avec un compagnon qui... puis c'est pas votre mari, mais c'est un compagnon, c'est tout comme... qui plaît aux femmes et qui aime séduire les femmes, qui a besoin finalement, lui, de se rassurer aussi, d'une certaine façon. C'est sa faille à lui. C'est peut-être là où il y a une difficulté, comme le dit Osiris, de communication dans votre couple. Vous avez besoin d'être rassuré par des preuves de son amour pour vous. Parce que s'il reste depuis 22 ans auprès de vous, alors que, il aime séduire, il y a des femmes, il séduit les femmes, c'est pas par hasard qu'il est auprès de vous. Certainement parce qu'il y a de l'amour pour vous. Et lui, il aime séduire parce que ça le rassure. Ça lui fait du bien de savoir qu'il plaît. Ça ne va pas forcément plus loin, même si il y a eu cette relation à un moment pendant 1 an qui a laissé des traces, ça vous a blessé. Il n'empêche que c'est avec vous qu'il est. Oui, mais bon, moi je suis celle-là pendant 1 an, moi il y en a eu une autre, et bon, est-ce qu'il y en a eu d'autres, voilà. Oui, alors vous pouvez faire la comptabilité de toutes celles éventuellement qui seraient passées dans sa vie, et donc vous faire du mal. On revient un petit peu à ce qui... Je ne sais pas si vous avez entendu Marie en début d'émission. On peut comme ça comptabiliser ce qui s'est passé. Alors c'était différent puisque Marie, dans la première partie, c'était lorsqu'ils étaient séparés. Vous étiez ensemble. Mais à un moment, soit vous pouviez vous dire, Nicole, que vous n'acceptiez pas quand vous avez appris l'infidélité et partir. Soit, vous avez décidé de rester. Et puisque vous êtes avec lui aujourd'hui, pourquoi vous faire souffrir en vous disant et combien il y a eu de femmes, et plutôt que au fond de vous dire voir qu'est-ce qui est en jeu dans votre relation et essayer de la vivre le mieux possible. Oui, voilà, c'est ce que je pensais justement jusqu'à ce qu'il y ait eu ce projet de maison qu'on voulait faire à tous les deux. Je ne me parlais plus de rien, j'avais tout oublié en fait. Et en fait, le fait d'acheter tout seul, j'ai eu l'impression qu'il a voulu se protéger lui, quoi, en fait, au cas où. Mais vous vous protégez mutuellement, j'ai l'impression. De quoi? Vous lui en avez parlé? Non. Eh ben, il faudrait lui en parler. De la façon dont vous l'avez vécu.
Oui, mais ça, on en a discuté déjà, mais bon. Non, vous me dites que non. Moi, en fait. Non, mais pas comme moi. oui, mais c'est ce qui est intéressant. C'est que il ne le voit pas comme vous. Et ce qui est important, c'est que vous lui disiez que pour vous, c'était important, que vous avez besoin de, voilà, c'est-à-dire que il y ait quelque chose d'avoir quelque chose en commun. Vous n'avez pas pu avoir vous trouvez pas d'ailleurs, il a adopté votre fils. C'est une très belle preuve d'amour. Oui, Quand vous dites oui, alors j'entends oui mais à chaque fois. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous allez m'opposer Non. Si, depuis le début c'est ça. C'est-à-dire que vous trouvez quelque chose qui alimente votre inquiétude parce qu'il y a une anxiété. Et finalement il y a une anxiété, vous êtes insécurisé. Il faudrait comprendre qu'est-ce qui vous insécurise à ce point-là et en parler avec lui. Pourquoi vous vous sentez aussi insécurisé? Parce que cet homme, vous dites quand même, on n'a pas finalement, qu'est-ce qu'on partage? Bon, il me rassure pas. Mais cet homme, il adopte votre fils. Ça veut dire, il reste dans la vie de. Vous voyez, c'est quand même, c'est très fort ça. Oui. Vous n'avez pas pu avoir d'enfants ensemble. Bon, malheureusement, la vie en a fait ainsi. Mais il décide d'adopter votre fils. C'est quand même, par rapport à votre fils et par rapport à vous, sacrément aussi, c'est un acte très fort, je trouve, là. Vous ne l'avez pas vécu comme tel? Oui et non, on va dire, parce que, bon, vu les problèmes qu'on avait eus au niveau des FIV et tout ça, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Bon. Voilà, c'est une sécurité pour lui aussi, un peu, enfin. Bon. Parce que, bon, mon fils, il l'adore, il l'a élevé, bon, voilà. Enfin, une sécurité, oui, mais il y a de l'amour aussi. Il n'y a pas que de la sécurité, oui, je pense. Sûr. Ah, ça, c'est sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Vous voyez, le mot sécurité, pourquoi est-il aussi présent? Pourquoi tout le temps, pourquoi avez-vous autant, vous, besoin de sécurité? Mais parce que peut-être que j'ai perdu confiance. Hein. Oui, vous avez perdu confiance en vous, surtout. Aussi. Je me suis perdue dans tout. Oui, un peu. Mais ça serait important de dire, peut-être de voir avec lui, qu'est-ce que vous pourriez avoir comme projet commun. Retrouver quelque chose qui, voyez, vous avez besoin de ça, qui vous motive d'avoir un projet à nouveau commun. Oui, mais c'est ce que je vous ai dit, oui. Parce que là, on est dans ma maison de mon premier mariage, en fait. Et comme on ne paye pas de loyer, c'est fini tout ça. Donc, on est plus tranquille, quoi. D'accord. Ben, parlez-en avec lui, dites un petit peu la façon, ce que ça a représenté aussi, c'est-à-dire que ça vous a insécurisé et que vous avez besoin parlez-lui de votre besoin d'être rassuré et protégé, parce qu'il peut peut-être y répondre plus que vous ne le pensez. Mais après, je pense que c'est assez, c'est chacun pour soi un peu, au niveau. Oui, mais si vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, oui, ça risque d'être chacun pour soi. Donc c'est pour ça qu'il est important d'arriver à en parler avec lui. On s'écoute pas, hein. Donc, oui, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y en ait un qui fasse un peu un pas vers l'autre, hein. D'accord ? Oui. Voilà. Mais parce que là, par contre, on a fait. Je voulais faire un petit break, en fait, pour réfléchir et voir ce qu'on allait faire, quoi. Et donc. Non, mais là, vous avez surtout perdu confiance en vous, hein, Nicole. Donc, il faut aussi que vous, il faut que vous retrouviez un peu confiance en vous, hein, parce que il y a quand même, la situation est un immense paradoxe. Hein. Vous avez un homme qui est depuis 22 ans dans votre vie. Ça fait 22 ans qu'il est à vos côtés. Il a adopté votre fils. Et en même temps, vous êtes dans une insécurité profonde. Et vous avez peur. Il faut un peu pouvoir mettre des mots sur ces peurs. Vous n'arrivez plus à échanger avec lui. Vous avez peur. Vous vivez dans la peur qu'il vous quitte. Bon, je pense que s'il avait dû le faire, il aurait fait plus tôt. D'autant plus qu'il a eu une liaison
et qu'il ne l'a pas fait, qu'il est resté avec vous. Donc là, je veux dire, vous êtes en train de vous empoisonner l'existence. Vos peurs vous entravent, vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'être dans une relation sereine avec lui. Donc je crois que autour de cette maison, il faut pouvoir parler de ce que vous ressentez, dire que peut-être, comme le dit Vincent, quand il parle de la retraite, d'en parler, de dire mais finalement tu parles de ta retraite. Alors Vincent me dit, est-ce que vous avez peur qu'il vous mette dehors ? En dehors de la maison lorsqu'il sera à la retraite, parlez-lui de vos peurs, dire que comment il envisage l'avenir avec vous. Voilà, vous vous posez des questions sur l'avenir de votre relation, parce que vous avez le sentiment que vous n'arrivez plus, vous ne vous écoutez plus, et que ça vous désole. Il faut pouvoir le dire aussi, ça. Plutôt que d'arriver à dire, oui, mais bon, moi je dis ça, toi tu penses ça, et on s'écoute, et d'être dans le reproche, dire, actuellement, on ne se parle plus ou que sur le mode du reproche, ça me fait souffrir, qu'est-ce que tu en penses ? Et c'est vrai que l'histoire de cette maison m'a bouleversée. Voilà, parce que j'ai l'impression que tu conçois l'avenir sans moi. Et là, vous allez être peut-être certainement surprise de sa réponse. Parce qu'il s'agit, ça se trouve pas du tout de ça. Donc il est important de mettre des mots là-dessus. Vous comprenez ? Donc il est vraiment important d'en parler. Voilà. Il me dit qu'il a, de toute façon, que pour la maison, qu'il a bien fait. Parce qu'en fait, on est à la maison là et qu'on ne paye pas de loyer. Donc, toutes les réparations et tout ça, il peut le mettre sur ses... Ah ben voilà, la réponse, elle est peut-être beaucoup plus simple que ça. Voyez ? Donc, il n'est pas du tout question de l'avenir, c'est pour faire des économies. Donc, voyez que vos peurs, elles sont plus profondes que ça et n'ont rien à voir avec lui. Donc, apaisez-vous ou, si vous voulez, faites un peu le point avec lui. Bon courage à vous. Au revoir, Nicole. Merci. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Alors, des réactions qui arrivent pour Charline. Charline qui se posait des questions sur comment faire preuve de motivation lors des entretiens d'embauche. Un petit conseil de Lucky Luke qui dit une règle d'or lors d'un entretien d'embauche est de rassurer son futur employeur. Ça, c'est certain. Vous avez raison. L'employeur a besoin d'être rassuré, de pouvoir s'appuyer sur le futur employé et être sûr que c'est une personne fiable à qui il va pouvoir faire confiance. Et puis il y avait également alors des mails qui sont arrivés. Brigitte disait un mail de Brigitte qui dit un bon recruteur ne demande pas à une personne de se monter prête à tout, limite servile. Un bon recruteur demande à ce qu'une personne soit compétente, bien sûr, avec son caractère, ses qualités personnelles. Et pour un recruteur comme ça, il est bon de donner sa motivation, mais sans la gaspiller. On accueille maintenant Nelly. Bonsoir Nelly. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis très contente que vous ayez sélectionné mon mail. Alors je suis un peu quichouille. Moi j'ai commencé seulement cette semaine à savoir comment vous envoyer un mail. Comment vous dites quichouille ? Oui, quichouille. C'est mignon. Que... Oui, mais on est deux. Bienvenue au club. En fait, j'en envoie pas moi. Ben voilà, je suis restée au SMS. Ben voilà, le SMS ça marche bien. Vous en envoyez de temps en temps pour réagir, mais là lundi j'ai envoyé un mail vous disant j'étais la maman flippée là face à sa fille qui passait un oral et en fait je voulais oui, donc c'est voilà. Oui, c'était moi. Je vous avais envoyé un SMS. Ça s'est bien passé. Ah bah super bien. Non, je suis ravie. Je suis une mère très très fière de sa fille. Bon. Et ça s'est super bien passé. Donc là, voilà. Mais en fait là, c'est pour parler de vous là, hein. Oui, un peu plus de moi. Parce que du côté de ma fille, je crois que je n'ai pas trop de soucis à me faire. Bon, tant mieux. Elle va faire un très joli métier, comme vous dites. Oui, elle va être sage-femme. Oui. En fait, moi cette semaine, j'ai été voir un chirurgien. Pour commencer un parcours qui me semble qui va être assez long, je pense. En fait, tout à l'heure vous parliez de peur, mais moi là je suis complètement flippée parce que voilà, ça fait plusieurs mois, je crois même plusieurs années où mon médecin traitant me dit
Voilà, si vous faites rien, parce que j'ai une surcharge pondérale, plus qu'une surcharge pondérale, j'ai une obésité. Alors déjà, accepter de dire que je suis obèse, c'est pas si facile que ça. Oui. C'est pas une obésité qui me cloue, je veux dire, sur un canapé à rien faire et attendre que les choses se passent. Bon, je suis quelqu'un d'actif, je travaille, j'ai une vie sociale. Enfin voilà, je suis pas, voilà, je sais pas si c'est important de le dire, mais depuis quelques mois, quelques années, j'ai mon corps qui commence à se déglinguer, notamment au niveau articulaire, au niveau des douleurs. Et en fait, donc la première étape, c'était de se dire, alors ça fait des années que je me mets au régime, je perds 15 kilos, 20 kilos, j'en reprends 25. Il y avait une émission des experts cet après-midi consacrée au régime. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ah ben non, moi j'étais au terme aussi pour prendre soin de moi, je crois. Donc, c'est bien, vous avez raison. Au bord de la piscine, au soleil. Vous avez très bien fait. Mais vous pouvez la réécouter en podcast. Oui, en podcast. Oui, on peut écouter. En fait, dans ma tête, je me suis toujours dit, le poids, je sais comment manger correctement. Je sais qu'il y a des kilos qui peuvent venir, il y a des kilos émotionnels, enfin bref. Oui. Mais là, c'est une autre partie, c'est que ces kilos se sont accumulés au fil des mois, des années. Je pense que beaucoup plus, enfin les 10 à 15 dernières années, après mes grossesses notamment. Et là, je suis arrivée à un poids où j'ai jamais été aussi grosse. Et ça va jouer au détriment de ma santé dans les prochaines années. Donc, mon médecin traitant me disait toujours, si à 50 ans, et j'ai 49 ans, si à 50 ans vous faites rien, alors je lui disais, mais vous savez, je vais aller dans cette association qui permet de maigrir avec des réunions une fois par semaine, etc. Oui. Ça marche très bien, parce que c'est une façon de... Enfin, ça marchait pour moi, mais je fais ça, je sais pas, 5-6 mois, je vais perdre un poids assez important, dès que je lâche la pression, je reprends. Et reprendre avec encore quelques kilos en plus. Et ça commence à devenir très difficile à gérer, je pense. Donc, la chirurgie bariatrique. Alors, il y a quelques années, je disais non, c'est une mutilation, je peux pas, je suis forte, je vais faire en sorte que... Enfin, je pense que je me mettais la tête, vous savez, dans le sable, en disant que non, c'est pas pour moi. Et puis en fait, pourquoi ça serait pas pour moi en fait? Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Parce qu'en fait, l'obésité telle que j'ai compris, en plus, je pense que j'ai une déformation professionnelle parce que je travaille dans le milieu médical et forcément, là, j'ai plus tendance à voir tous les effets indésirables de cette chirurgie plutôt que les côtés bénéfices. Bénéfices post-op. Oui. Donc voilà, et en fait, la première étape, c'était de rencontrer ce médecin qui m'a paru très bien, il s'est passé quelque chose en fait. Oui. Il m'a dit que c'était un parcours, et en fait je me suis dit peut-être qu'il y a des auditeurs qui ont eu un parcours similaire. Donc en fait le premier contact c'était de rencontrer ce médecin qui va pas choisir pour moi, qui va me laisser choisir ou pas choisir, et en fait après il y aura une prise en charge globale avec une diététicienne, un kiné, avec une coordinatrice de ce parcours de soins. Enfin, voilà, il y a plusieurs intervenants qui viennent. Oui. Je crois que c'est important parce que c'est pas une petite intervention. Non. Et je vais pas rentrer dans le côté, vous savez. Médical, purement médical, mais c'est une intervention effectivement qui est assez au niveau en termes de chirurgie assez importante. Soins... Oui, et puis pour la suite aussi, puisque c'est le bypass dont vous parlez. Alors il y a deux solutions, c'est le bypass ou la sleeve. Enfin, c'est deux options. Je connais pas le reste, oui. Je connais le bypass, mais... Le bypass, c'est quand même... c'est un court-circuit quand même gastrique. On réduit le volume de l'estomac et on modifie le circuit alimentaire. Et vous êtes supplémenté à vie, c'est-à-dire au niveau vitamine, on a une supplémentation avec des IM, etc. Oui. Et prendre tous les jours des suppléments vitaminés. Et le reste, qu'est-ce que vous allez faire? La sleeve, c'est une réduction de l'estomac par un agrafage. On reconstitue une poche de l'estomac de façon un peu plus petite. Il n'y a pas ce court-circuitage du bypass, en fait. C'est moins lourd ? C'est un peu moins lourd, avec des conséquences. Mais il y a toujours, par exemple, des soucis de fistule qui peuvent apparaître. Et alors, ça n'a pas encore été décidé ? Qui c'est qui décide ? C'est le chirurgien ? En fait, j'avais une de vos assistantes qui me parlait aussi d'anogastrique, mais je pense que maintenant, on a un peu... L'anogastrique a toujours une indication, mais
mais moins qu'avant par rapport aux obésités dites morbides avec une comorbidité importante. Même si, par exemple, je n'ai pas d'hypertension, de diabète, vous voyez, des choses comme ça actuellement, mais c'est possible que ça puisse. Et en même temps, c'est aussi, dans ce parcours de soins, je vais aussi voir un psychiatre. Voilà. Parce que, en fait, je me dis... Depuis que vous avez pris cette décision ? En cours, là, je pense que je vais avoir un rendez-vous prochainement avec un psychiatre qui décidera si... oui, c'est ça. Donc, c'est récent. C'est lié à cette décision, voilà. c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, non, mais ça me semble logique d'aller juste d'expérimenter ça, en fait. Enfin, d'aller avoir un avis. D'accord. En fait, pour tester sa motivation. Et en fait, depuis que j'ai vu ce médecin, par exemple, j'en parle autour de moi. Alors, la réaction de mes proches, c'est de dire « Mais non, mais tu es folle ». Puis d'autres qui disent « Non, non, tu as peut-être raison, et ça serait peut-être bien, et ça serait peut-être le moyen pour toi de retrouver peut-être une vie sans toutes ces douleurs ». Parce qu'en fait, moi, clairement, c'est pas pour un côté esthétique, parce que, je ne crois pas que ça soit là le problème. C'est pas, par exemple, pour trouver un travail ou une exclusion sociale, non. Je crois que c'est vraiment pour éviter toutes les douleurs qui sont résiduelles de ça, quoi. Et alors, vous avez des questions éventuellement par rapport à s'il y a des auditeurs qui ont recours donc, en fait, à ces techniques? Surtout, j'aimerais savoir si toutes les personnes qui ont fait ce parcours, parce que en fait, c'est un parcours qui... C'est pas parce que vous allez voir le chirurgien qui vous opère la semaine suivante. Hein. Je veux dire, ça prend un peu de temps et ça se je pense que c'est un temps nécessaire. Alors moi, je voudrais savoir... Je pense qu'il est assez normal d'avoir un petit peu des craintes. Alors moi, je voudrais juste me poser la question si c'est pas mon côté, donc, comme je suis soignante, c'est ce côté-là qui fait que je majore en fait cette peur. Parce que je crois qu'il faut vraiment dire les choses. Je crois que j'ai un peu peur de... et en même temps, il y a un mot qui me vient tout de suite pour moi, et je le disais il y a encore quelques-uns, quand j'en parlais à mon médecin traitant avec qui j'ai une confiance absolue, je disais que c'est une mutilation que l'on s'impose. C'est quand même fort de dire ça. Et je me dis, si je tiens ce discours-là auprès du psychiatre, il va dire que je suis pas prête, que c'est pas la peine. Pour moi, c'était une mutilation, parce que je veux dire... autant dire, en même temps, vous n'allez pas... autant dire au psychiatre la façon dont vous vivez les choses. Vous n'allez pas dissimuler non plus. Ah non, mais ici et maintenant, c'est ce que... Enfin, je le pense un si petit vous peu, le moi, ressentez, je pense que vous n'êtes pas la seule à vivre les choses comme ça, hein, avec des angoisses. Et il est préférable de les exprimer et il vaut mieux le formuler avant qu'après, hein. Oui, je pense. Bon, oui, vous voyez, il vaut mieux. Si vous voulez, le court-circuit gastrique, c'est une méthode qui peut être réversible uniquement en cas de nécessité, hein. En fait, non, le bypass, si vous voulez, quand on l'a fait, il n'y a plus de possibilité de revenir en arrière. Donc, je croyais que ça pouvait être en cas de nécessité. C'est quand même très compliqué. Enfin, c'est très compliqué. Donc, en tout cas, il vaut mieux. Ça nécessite, on y réfléchit avant, et donc il vaut mieux vraiment exprimer très clairement toutes vos peurs, toutes vos angoisses, parler si vous le vivez comme une mutilation, il faut en parler. Alors après, il y a quel bénéfice vous allez en tirer? Pourquoi vous résolvez à cela? Est-ce que normalement ça doit être le dernier recours? La chirurgie est toujours le dernier recours, hein? Oui, ça je le comprends bien. Mais sachant que c'est pas faux de m'être attelée à chaque fois à perdre du poids, mais le problème c'est de stabiliser ce poids perdu et éviter de le reprendre. Et en fait... Non, mais j'ai pas dit. Non, mais loin de moi de penser l'idée que vous n'avez pas. Voyez quand je disais dernier recours, que vous n'avez pas essayé beaucoup d'autres choses avant. C'est tout le problème de. C'est pas tant perdre du poids parfois qui est compliqué. C'est effectivement c'est de le stabiliser. C'est justement ce qui était dit dans l'émission là. Tous les régimes aujourd'hui, c'est le problème, c'est qu'on regrossit après. Donc alors il y a vraiment il faut que vous en parliez, il faut être accompagné, il faut être soutenu et il faut savoir parce que c'est quand même c'est lourd, des choses qui sont quand même mal supportées même après au niveau de l'alimentation.
Bon, les aliments, si vous faites ça, ça passe plus par l'estomac. Hein. Oui, puis bon, les grignotages, ça sont mal supportés. Vous pouvez, voyez, pendant les habitudes alimentaires doivent être modifiées, au moins pendant les premiers mois. Après, vous vous habituez, mais bon, tout ce qui est grignotage sucré, c'est souvent mal supporté. On peut par exemple plus boire de boissons gazeuses. Enfin, il y a des choses mais comme bon, ça il y a qui plein de passent choses. Bon, je veux dire, on peut se passer de prendre. Oui, on peut se passer de boissons gazeuses. Oui, ça c'est. Je veux dire, c'est peut-être même mieux de prendre de l'eau plate. Mais en fait, donc j'ai pris ce rendez-vous, j'y suis allée. Quelqu'un dit j'ai maigri, mais je reçois un SMS. Mais à quel prix? On ne modifie pas sa nature impunément. Mais en fait, ou alors mais je peux pas attendre à l'éternel d'avoir un déclic. Enfin, je veux dire, le déclic, je l'ai. Vous ferez le point avec, les différentes personnes que vous allez voir. Je crois qu'il faut vraiment vous sentir prête. Il y a Cathy qui dit est-ce que vous êtes bien entourée, effectivement, parce que c'est essentiel aussi. Oui. Non, mais c'est vrai que effectivement, oui, j'ai une vie familiale. Avec des enfants, avec un mari, avec des gens qui m'aiment autour de moi. Je veux dire, ça n'a jamais été un obstacle dans ma vie professionnelle non plus, bizarrement. Enfin, je veux dire, c'est pas un obstacle parce qu'il y a certaines personnes. Alors, quelle signification après ce poids, la nourriture, ça prend pour vous? Enfin, il y a des choses peut-être à comprendre aussi dans. Mais c'est vrai que, par exemple, j'essaie de comprendre parce que je peux manger de façon très équilibrée et par moments, face à un stress. Vous avez fait un travail sur vous par rapport Oui, j'en ai. Oui. J'ai, il y a quelques années, c'était déjà une préoccupation. Et en fait, j'avais pu faire des liens par rapport à justement comment à un moment précis, j'ai commencé à grossir. Voilà. Je pense qu'il y a j'ai des pistes. Enfin, après avoir mis le doigt sur quelque chose qui a eu sans doute un écho important, ça m'a pas permis de soigner complètement mon problème de poids. Bizarrement, vous voyez ce que je sais pas si à un moment donné, oui, j'étais voir une thérapeute et ça tourne autour de ça. Pourquoi j'arrive pas à par exemple, à avoir ces crises d'hyperphagie à des moments où je suis stressée. On peut parler de ça d'hyperphagie. Je dirais pas de la boulimie, mais vraiment d'hyperphagie. Donc, je mange, je peux manger et j'ai pas un sentiment de satiété. Donc, en fait, c'est quand même assez bizarre, de se remplir comme ça. Je pense que c'est pour calmer des angoisses, entre autres. Et dans votre famille, il n'y avait pas de problème de poids jusque-là? Si, en fait. C'est peut-être aussi pour ça que ça a autant d'importance et que c'est pas anodin que... alors, mes grands-parents maternels, paternels n'avaient pas de problème de poids. Oui. Mon père et ma mère en avaient... Votre père et votre mère en avaient? Oui, et mes deux parents sont morts très jeunes, 59 et 60 ans. Donc oui, c'était quand même très jeune. Oui, je comprends. Maman, je pense que ma maman, qui est morte à 59 ans, mais qui avait aussi qui est mort d'un infarctus mésentérique, aurait très bien pu, à mon avis, sans cette surcharge pondérale qui a été préjudiciable, passer ce cap difficile. Oui, je comprends. Et là, vous avez un médecin qui vous dit, bon, attention, à 50 ans, si vous êtes toujours en surpoids, il faut faire attention. Mais c'est une question, c'est par rapport à votre santé. Donc, effectivement, à un moment, si vous constatez que malgré tout ce que vous avez essayé, ça ne peut pas, ça n'agit pas sur votre poids, la chirurgie est un recours. Quand je disais le dernier recours, ça peut être effectivement, il faut, évidemment, on ne propose pas comme ça en premier recours la chirurgie. Ça serait absurde, comme dans bien d'autres cas d'ailleurs, hein. Donc, c'est, et je vous souhaitiez des réactions. Oui. Je sais pas s'il y en a. Oui, il y a Anne-Marie qui est avec nous au 3921 et je l'en remercie. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir Nelly. Oui, bonsoir. Alors, moi j'ai subi la sleeve gastrectomie. C'est quoi ça? C'est-à-dire la sleeve gastrectomie, c'est-à-dire qu'on réduit l'estomac de 2/3. Donc c'est beaucoup moins. C'est beaucoup que le bypass. Oui, oui, c'est beaucoup. Mais par contre, après, bon, moi j'ai perdu un peu plus de 30 kilos. Mais par contre, après, faut manger par petites quantités. Et c'est pas évident de l'accepter au début.
parce que bon, moi j'ai en plus un handicap, donc c'est pas évident non plus. Mais c'est pas évident. Il faut être très entouré, faut avoir après un suivi psychologique parce que faut manger plus souvent et en très petite quantité. Ouais. Et il faut plus manger relevé parce que ça peut faire des reflux, avoir envie. Mais même plusieurs années après, c'est pas seulement dans les premiers mois qui suivent l'intervention. Ah non, plusieurs années après aussi. Ah oui. Et je peux vous demander depuis combien de temps vous avez fait cette 3 intervention ? 3 ans. 3 ans au mois d'avril, ouais. D'accord. 3 ans. Et pour l'instant, votre poids est stabilisé. Vous avez perdu... Ah oui. Normalement, j'aurais dû perdre beaucoup plus. Mais comme je suis gourmande, je le reconnais, de temps en temps, je me fais plaisir. Heureusement. Heureusement que vous faites plaisir, Anne-Marie. Parce que moi, je suis non-voyante. Mais alors, dites-moi, Anne-Marie, 30 kilos, c'est beaucoup. Quand le corps, quand même, a les tissus, la peau s'est distendue comme ça, on perd, certes, mais après, comment est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut pas procéder à de la chirurgie pour nouveau parce que sinon les tissus, la peau est flasque, vous voyez, elle se remet pas en place comme ça. Comment fait-on? Il y a la chirurgie réparatrice. Mais moi, mon chirurgien... Encore de la chirurgie. Oh là là, qu'est-ce qu'on lui fait souffrir, ce pauvre corps. Mais le chirurgien, moi, il est très exigeant. Il veut que je perde de 50 à 80 kilos. Comment 50 Il est fou. Ouais. Mais je peux me permettre de demander combien vous faites? Enfin, je n'aime pas faire ça d'habitude, mais pour 50 à 80 kilos. Mais attendez, il voulait que je perde en tout, avec la sleeve gastrectomie, 50 à 80 kilos, ouais. Mais et moi, je vais mais plus sur le un poids de... Il me démoralise à chaque fois. Mais vous pesez au-delà de 100, évidemment. Ouais. Ouais, mais 80 kilos, c'est énorme de perdre 80 kilos. Oui, mais j'en étais arrivée à 185. Ah, 185. Oui. Oui, donc il voulait que vous arriviez à 100 kilos. Au moins, oui. 100 kilos, quoi. 100 kilos. Alors que là, vous êtes à... attends, je suis nulle en calcul. Vous êtes à 120, 130 à peu près. Oui, écoutez, c'est déjà beaucoup, hein. C'est déjà bien. Attendez. Parce que moi, parce que vous savez, j'ai fait une assistance respiratoire. Et oui. Oui, mais bien sûr, mais on arrive à des zones très dangereuses. J'ai été dans le coma, j'étais hospitalisée. On pouvait plus reculer la chirurgie. Non, mais on est à des zones, effectivement, là, là, il n'y avait plus le choix. Vous étiez à des zones où bien sûr, là, sur le plan cardiaque respiratoire, c'est, des zones très, très dangereuses. Il était vital de vous opérer. Voilà, il y avait plus bien le sûr, choix. il n'y avait plus le choix, bien sûr. Oui. Mais... Non, là, je comprends, effectivement, le chirurgien vous dit que c'est une question de santé. Oui. C'est vrai, essayer de descendre le plus possible, revenir au poids de 100, 110, bon... Petit à petit, vous verrez. Oui, voilà, à ce stade-là, ou petit à petit, vous pouvez vous donner. Ça vous paraît évidemment considérable, mais c'est déjà très conséquent, ce que vous avez fait là, Anne-Marie. Donc, vous voyez déjà 30 kilos, c'est vraiment beaucoup. 33. Vous vous rendez compte, mais oui, mais bon. Donc, vous savez, petit à petit, vous pouvez, vous allez. C'est des objectifs aussi à vous donner. C'est des objectifs et vous le sentirez en mieux-être aussi. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un, donc ça me pousse à moins manger de chocolat. Mais vous savez, je suis dépressive aussi, donc j'ai un traitement assez lourd. Oui. Et ces médicaments-là, tant que je les aurais pas arrêtés, je ne pourrais plus perdre ce poids. Je serais stabilisée. Bien sûr. Il y a Ninon qui, je la remercie, qui dit « Je recommande le site gros.org ». Elle dit qu'il y a plein d'infos sur le bypass, notamment, bien sûr, et elle dit c'est à lire avant d'aller sur leur forum, quoi. Mais le bypass, c'est vrai ce qu'elle dit, Nelly, c'est que le bypass, c'est irréversible. Hein. Quand c'est d'accord, je savais pas. Et c'est un court-circuit avec l'intestin, donc ça dure 6 heures l'opération.
Et Alors, faut que le cœur tienne le coup. bah oui, c'est pour ça que vous, dans votre situation, ça a dû être compliqué, hein, vu, donc, c'est déjà important pour votre santé. Là, vous avez gagné, c'est vraiment, bravo, hein, pour tout ce que vous avez fait. Il y a Valérie qui dit, elle nous envoie un petit mail pour dire, je me suis fait opérer d'un bypass le 4 avril 2012. J'ai déjà perdu 20 kilos et les suites d'opération se sont bien passées. On va accueillir également Olivier. Bonsoir. Merci beaucoup Anne-Marie et prenez soin de vous et bon courage pour la suite. D'accord. On va accueillir Olivier. Bonsoir Olivier. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors vous, c'est votre femme qui a subi cette longue opération et vous dites c'est un vrai parcours du combattant. Oui, en fait, mon épouse s'est faite opérer le 6 septembre 2011. D'accord. Et avant cette opération, elle a fait un cheminement dans le parcours de santé qui a duré 1 an. Oui. Dans le sens où elle a rencontré un psychiatre. Mm-hmm. Et enfin, d'abord, elle a fait la visite où on donne les grandes lignes de l'opération, qui ont déjà énormément calmé mon épouse, parce que il y a des choses qui sont entre guillemets qui sont irréversibles, comme a dit la demoiselle avant. Oui, Anne-Marie. Comme par exemple ne plus boire de boissons gazeuses ou certains aliments qui sont plus du tout possibles. Mmh. Mais ça, on peut s'en passer, les boissons gazeuses encore. Hein. C'est bon, c'est pas le pire, je dirais. Allô, Olivier? On a perdu Olivier. Hein. C'est dommage. Olivier est sur la route. Ah, c'est dommage. Bon, on va le rappeler. Parce que ça serait intéressant d'avoir justement, j'étais content qu'il ait appelé. Il est sur la route. Hein. Donc, c'est pour ça que ça a dû couper. Comment l'entourage peut vivre. Mais voilà, c'est pour ça que ça m'intéressait cette réaction, parce que la réaction de l'entourage, parce que comment l'entourage vit cela, parce qu'avoir quelqu'un quand même qui... le changement que ça a sur les habitudes de vie, l'alimentation, vous voyez, quand vous êtes obligé de faire plusieurs repas, petits repas par jour, quoi. Vous êtes obligé de faire comme des petites dînettes. Bon, c'est bien joli quand on est enfant, quoi. Et puis après, vous prenez des petites collations, des petites choses comme ceci, comme cela. Mais du coup, quand on est mère de famille, je sais pas si c'est vous qui cuisinez pour la famille. Oui, bien sûr, je cuisine. D'accord. Bon, qu'il faut faire à manger pour la famille, qu'il y a toute la famille et tout, et qu'on peut pas, soi-même trop s'alimenter. Olivier, on vous a retrouvé. Voilà. Oui, voilà, exactement. Donc oui, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer, que c'est pas du tout simple, quoi. Sur le principe, par contre, il est clair que l'opération est une révolution dans la vie du quotidien. Ça, je peux le confirmer. À quel niveau ? Ah bah, en fait, comme a dit l'auditrice avant, il y a je sais plus le terme exact de l'opération, pas du bypass, mais de la précédente, qui est un peu moins mutilante, on va dire. Mm. Et cette opération, déjà, moi, je vois mon épouse, c'est impressionnant, quoi. Mais c'est-à-dire, vous n'avez pas l'air finalement très, très, très heureux impressionnant, mais pas forcément en mieux, quoi. Psychologiquement, pour mon épouse, c'est dur, quoi. Ah bon, c'est dur on a beau avoir tous les jalons posés en vous disant que ça va être une opération très importante et que ça va vraiment révolutionner le quotidien. C'est impressionnant. Mon épouse, moi, depuis le 6 septembre 2011, là, c'est tout frais. Elle vient d'atteindre les 50 kilos de perdu. Ah oui. Oui. Psychologiquement, c'est dur. Mais parce qu'elle se voit encore grosse ou pas? Son schéma corporel non, elle se voit plus, mais par contre... Qu'est-ce qui est dur alors? Parce que c'était une bonne question. On dit il y a son image interne n'a pas forcément changé. Donc qu'est-ce qui est dur? C'est le fait, c'est assez basique, mais d'avoir ses anciens vêtements. Ouais. Et de se dire qu'on rentrait dans un vêtement qui aujourd'hui on peut rentrer à deux dedans.
Oui, elle pourrait en être fière, elle pourrait se dire mais elle en est quel fière, chemin mais parcouru. Mais la preuve, c'est Elle pas en si est fière, mais simple. C'est pas si simple. Voilà. C'est ce qui est intéressant. C'est- C'est pas si simple. Oui. Mais C'est pas vous si posez simple. une bonne question, Nelly, c'est-à-dire que le schéma corporel, l'image que l'on a de soi, l'image du corps, même s'il se modifie extérieurement, l'image que l'on a intérieure, elle met du temps à se modifier. Et on peut toujours ça, se c'est voir clair. gros. Ouais. Ça, Voilà. c'est certain. Et pour le couple aussi, parfois ça peut être compliqué. Il y a Dany qui nous envoie un mail en disant: j'ai eu un problème de poids toute ma vie, manger, combler un vide affectif. Ma mère est décédée il y a 1 an, sans faire de régime, j'ai perdu 30 kilos. J'ai compris que ma mère me gonflait, entre guillemets. Sa mort m'a libérée. Depuis, je mange, mais je grossis pas. Merci à Ninon qui a donné le site gros.org. Le téléphone est 06 43 84 16 30. 06 43 84 16 30. C'est un site lancé par le professeur Apfeldorfer. Il est excellent et très compétent dans ce domaine. Merci à vous. Bon courage Nelly, vous pourrez nous tenir au courant. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Excellent week-end, très belle nuit à vous. Il est maintenant 1h sur Europe 1. C'est l'heure de retrouver Laurence Gontier pour les informations.